Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Et vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Comme chaque semaine, je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme de vos émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, avec nous, Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie, autrice du livre « Se libérer de son moi toxique », publié aux éditions Larousse. Avec nous également Jean-Paul Austruy. Bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute en dynamique émotionnelle exprimée. Merci à tous les deux de nous aider à gagner en flexibilité mentale sur l'actualité pour tourner la roue des émotions. Sud Radio, la roue des émotions. Guerre en Ukraine, Kiev a reçu les premiers systèmes américains de défense anti-aérien Patriote. Aujourd'hui, notre beau ciel ukrainien devient plus sûr, c'est félicité le ministre de la Défense ukrainien mercredi. Kiev confirme ainsi la livraison du système de défense américain Patriote promis par Washington en décembre dernier. De son côté, Poutine affirme que son armée trouvera un antidote à ce système réputé comme étant l'un des plus sophistiqués du monde. Jean-Paul Austruy, comme psychiatre, comment pouvez-vous nous aider à comprendre comment réagir sur le plan émotionnel à cette actualité face à ces premiers systèmes américains de défense qui arrivent sur le sol ukrainien? La guerre continue. Les réactions que j'observe, y compris la mienne, ce sont des réactions plutôt pro-ukrainiennes dans la mesure où tout le monde vit l'attaque, l'agression et l'envahissement du territoire ukrainien comme un déni de droit. Le pape a dit que ce sont deux impérialismes qui s'affrontent. Lula l'a dit aussi. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que des gens sont tués, qu'un pays est envahi, que des règles internationales sont violées. Donc alors l'émotion collective qui vous semble légitime. L'émotion, c'est ils vont se défendre. C'est un truc de plus. On est content, ils vont avoir quelque chose pour se défendre. Et puis bien sûr, après, c'est la guerre. Donc de la colère aussi dans cette incompréhension où les hommes toujours se mettent en guerre pour des territoires comme si nous n'apprenions rien décidément de l'histoire. Et vous, Marie-Estelle Dupont, comment vous réagissez? Quelle est l'émotion qui vous semble légitime sur ce fait d'actualité? Alors, je pense d'abord à la peur. Parce que il y a, et je le constate chez mes patients, il commence à y avoir un vrai fond d'angoisse par rapport à une escalade et un enlisement de ce conflit. Avec effectivement la pensée, bien évidemment, pour ces milliers, ces dizaines de milliers de gens qui sont exterminés des deux côtés. Donc la peur, la surprise aussi, peut-être un peu devant ces propos très réjouis, parce que oui, il y a peut-être de la joie à se défendre, mais en même temps, il y a cette ambivalence par rapport à l'escalade et à la chronicité du conflit qui nous inquiète tous. Et cet impérialisme dont on nous parle, une forme de légitimité des puissants, Washington, qui dit finalement, nous, on confirme la livraison de système de défense américain Patriote, comme si nous étions les gendarmes du monde. Est-ce que c'est une émotion qui est entendable de dire, on s'en réjouit, ou on en a peur, ou on en est surpris? Alors là, on sort peut-être du spectre des 6 émotions qu'on a décrites, mais il y a de l'incompréhension. Au niveau collectif, il y a de l'incompréhension chez beaucoup de personnes que nous n'arrivions pas à trouver une solution diplomatique, et surtout qu'il semble y avoir une banalisation des deux côtés du nombre de morts que c'est en train de faire et des dégâts économiques sur le long terme. Jean-Paul Austruy, vous disiez tout à l'heure, on n'apprend rien de l'histoire. C'est comme si se rejouait un vieil ordre du monde entre la Russie et les États-Unis. Je crois qu'on est à peu près aussi... guerre froide. On est à peu près aussi étonné que Freud, qui écrivait au début de la Première Guerre mondiale, les peuples civilisés s'entre-déchirent sauvagement. À quelque chose près, c'est la citation, il y a plus d'un siècle. Et je crois qu'il y a 3-4 ans, personne ne s'attendait à cela. Donc c'est une surprise et une mauvaise surprise. Alors comme psychiatre et comme psychothérapeute en dynamique émotionnelle exprimée, c'est vous qui nous dites souvent que finalement, exprimer ses émotions, c'est thérapeutique, et que parfois, certaines de nos émotions nous viennent de notre
plein gré et d'autres nous viennent de l'insu de notre plein gré. Eh bien, nous allons aller en chercher une. Est-ce que vous voulez bien tourner la roue des émotions et nous faire gagner en flexibilité mentale au fil de nos vies, au fil de nos émotions? Et nous sommes sur... La tristesse. La tristesse. Marie-Estelle Dupont. Quelle tristesse peut-on observer alors que Kiev reçoit les premiers systèmes américains de défense antiaérien patriotes? Le sentiment que ça ne s'arrêtera jamais. Sentiment que ça ne s'arrêtera jamais, et la tristesse de constater que peut-être les États-Unis pourraient œuvrer pour une voie plus pacifique chez certains. Certains se posent la question du fait de l'influence américaine un peu partout dans le monde. Cette hégémonie finalement de ce gendarme du monde. Qui parfois peut-être au nom de la démocratie nous fait nous enliser dans des conflits qui restent très très mortifères. Hein. C'est Thanatos, c'est le narcissisme de mort à l'œuvre aussi. Hein. Le narcissisme de mort à l'œuvre. Jean-Paul Austruy, est-ce que dans cette peur, il y a la peur ancestrale du dominant et du dominé? Il y a la réalité des choses. La réalité de la mort, la réalité des blessures, la réalité des destructions et la lutte pour le pouvoir. Toujours le pouvoir. L'humanité en est là. Exprime le grand ego de l'impérialisme, là, de deux grandes puissances. Oui. Autre actualité cette semaine très différente, un rapport inquiétant indique que l'Europe se réchauffe 2 fois plus que le reste du monde. De la Catalogne aux Pyrénées, la sécheresse met déjà à mal certaines régions en Europe selon les données du service européen Copernicus, présenté au début de la semaine. L'Europe a plus que jamais été frappée par le changement climatique en 2022 avec des incendies géants, un été caniculaire. Et depuis 1950, le continent européen s'est réchauffé de 2,2 degrés. Alors, avec quelle émotion collective pouvons-nous réagir, Marie-Estelle Dupont, pour comprendre cette actualité? Peut-être avec de la tristesse liée à un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'il y a quand même, par rapport à cette éco-anxiété dont on commence à parler depuis quelques années maintenant, le sentiment chez la jeune génération qu'ils sont face à un constat négatif, mais sur lequel ils ont peu de prise. Et on sait bien que le cerveau peut réagir à une nouvelle négative s'il se sent la capacité d'agir. Dans ce cas, le cerveau réagit bien. Et face à une nouvelle positive, évidemment, il réagit bien aussi. Mais quand la nouvelle est négative et que vous avez un fort sentiment d'impuissance, c'est assez difficile à gérer. Donc il y a de l'anxiété, et de l'anxiété qui peut générer de la tristesse chez les jeunes générations. L'éco-anxiété, Jean-Paul Austruy, on en entend de plus en plus parler. Et il y a de quoi parfois être anxieux quand on voit dans nos régions de France la fonte des glaces, certains glaciers qui fondent à vue d'œil, et pas si loin que ça, au-dessus de Chamonix. C'est une désolation aussi, même l'été. Je me souviens que l'été dernier, des prairies chez moi dans mon Rouergue natal, qui n'avaient jamais été aussi jaunes, étaient au point qu'il n'y avait même plus d'herbe. C'était de la terre, les vaches mangeaient de la terre. Donc pour vous, c'est aussi une tristesse? C'est une tristesse. Et les ouvriers des abattoirs me disaient, on trouve de la terre dans l'estomac des vaches. Donc c'est une tristesse puisque l'ordre de la nature est bouleversé plus vite qu'il ne peut s'adapter. Allons chercher une autre émotion pour prendre de la distance au regard de cette information. Et nous allons à la rencontre d'une émotion nouvelle au fil de nos vies, la joie. Et il en sera question dans quelques instants. Vous réagirez à la joie. Est-ce qu'on peut trouver de la joie à un réchauffement climatique? C'est une expérience de flexibilité mentale que nous ferons dans quelques instants. Nous observerons également l'actualité où Emmanuel Macron a été copieusement hué lors d'un déplacement en Alsace et la santé mentale des enfants, une tribune qui appelle à garantir l'accès à des soins de qualité. À tout de suite pour faire tourner la roue de vos émotions sur l'actualité de la semaine. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et nous nous retrouvons pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Et pour nous aider à gagner en flexibilité mentale, avec nous Marie-Estelle Dupont, psychologue, clinicienne spécialisée en psychopathologie, auteure du livre « Se libérer de son moi toxique » publié aux éditions Larousse. Mais vous découvrirez que Marie-Estelle Dupont a beaucoup publié ces dernières années. Jean-Paul Austruy est également avec nous, psychiatre, psychothérapeute en dynamique émotionnelle exprimée. Et nous parlions d'un rapport inquiétant parce que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde depuis
1950, le continent européen s'est réchauffé de 2,2 degrés et exercice de flexibilité mentale, Marie-Estelle Dupont, la roue des émotions nous a emmenés sur la joie. Alors comment trouver de la joie dans cette actualité où le réchauffement climatique parfois peut nous effrayer et peut-être est-il une opportunité par ailleurs? D'abord, la joie peut se manifester par le rire et le rire peut être un très bon mécanisme de défense contre l'angoisse. Donc on peut parfois être pris d'un rire, d'autant que ce qui est un peu paradoxal ou ironique dans l'histoire, c'est qu'on a l'impression que tous les pays annoncent qu'ils sont les plus rapides à se réchauffer. Donc on dirait que ce sentiment que chaque pays a d'être particulièrement mal en point sur la question est partagé à peu près, en tout cas par toutes les grandes puissances occidentales. Maintenant, il y a une joie qui peut être sincère dans le désir, qu'il a une manifestation de résilience, dans le désir enthousiaste et collectif de faire quelque chose, d'avoir un autre rapport à la nature, d'avoir un autre rapport à la consommation. Et on sent d'ailleurs, notamment depuis la crise sanitaire, le désir des gens de se reconnecter à la nature. Ils le sentent non seulement pour l'écologie extérieure, mais pour leur écologie mentale aussi, et pour leur rythme cérébraux. Et parfois, parce qu'on constate ici ou là des exodes vers la ruralité. On a entendu de grands mouvements où des familles quittaient par exemple Paris ou les grandes villes pour se réenraciner en ruralité. Jean-Paul Austruy, comment est-ce que vous réagissez? Et comment trouver de la joie dans ce réchauffement climatique et à travers cette éco-anxiété dont on parle de... Alors la joie, moi je la trouve personnellement en tant que militant écologique de la première heure, quand j'étais étudiant et que c'était encore naissant tout cela, de voir que maintenant, nous en parlons à la radio, c'est une prise de conscience générale, et donc on est dans un turnover de l'humanité. C'est évident qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'il faut inventer autre chose, et que cette prise de conscience qui nous réunit, qui fait que nous en parlons sur les ondes, que tout le monde en parle, c'est un facteur positif. Et en plus, l'été, il fait plus chaud, ce qui n'est pas désagréable. On a un peu plus de chaleur pour se baigner. Voilà. Emmanuel Macron, copieusement hué lors d'un déplacement en Alsace. Après 3 mois de crise des retraites, le président français s'est rendu sur le terrain, comme disent les politiques, comme s'il y avait des terrains, pour tenter de reprendre contact direct avec les Français. Il a assuré que ce ne sont pas des casseroles qui feront avancer la France, évoquant des manifestants qui font du bruit avec des batteries de cuisine pour appeler à sa démission. La tâche semble alors difficile pour Emmanuel Macron, qui tente de renouer le dialogue avec les Français. Alors, Marie-Estelle Dupont, avec quelle émotion collective vous semble-t-il légitime de réagir et d'entendre ce que disent les personnes qui sont au contact, comme dit le président de la République, avec lui? On peut imaginer plusieurs gammes émotionnelles. Alors, pour en choisir une, on pourrait choisir la surprise. La surprise que une colère s'exprime alors qu'elle a été beaucoup muselée en fait pendant la crise sanitaire. Toutes les revendications étaient tues du fait de l'argument massu de la santé mentale. Quel beau lapsus. De l'argument massu de l'urgence de santé publique. Et là, les gens à nouveau manifestent leur désaccord, ce qui est dans la tradition française. Ils manifestent leur frustration, ils manifestent leur colère, ils manifestent leur incompréhension aussi de ces mesures, alors qu'il y a 2 ans, l'argent ne semblait pas poser de problème. Et pour beaucoup de gens, ce contexte a rendu difficile le passage de la réforme des retraites. Jean-Paul Austruy, le président de la République qui se déplace en Alsace, qui est hué, qui dénonce que les casseroles ne font pas avancer la France, ou les bruits de casseroles plus spécifiquement, vous en pensez quoi sur le plan émotionnel? Sur le plan émotionnel, je suis navré parce que ça montre qu'il y a un retard considérable dans la maturation des consciences humaines, dont malheureusement le chef de l'État est une représentation là-dessus. On peut dire en termes à la mode que, au point de vue communication, il n'est pas bon, mais il n'est pas bon surtout au point de vue affectif, c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas le mécontentement des gens, il ne leur répond pas à ce niveau-là, ce qui accroît encore le mécontentement et ce qui accroît le divorce entre le pouvoir et le peuple. Et ça, je trouve que... se réjouir quelque part, et je vous interroge tous les deux là-dessus, que le fait de pouvoir faire du bruit avec des batteries de cuisine, duer le président de la République, est-ce qu'il n'y a pas à se réjouir et à trouver de la joie dans la possibilité que nous avons de nous exprimer dans cette démocratie où nous sommes libres, où on peut huer le président de la République, où on peut taper sur des casseroles en disant bah Macron, démission. C'est quand même une capacité d'expression extraordinaire, Marie-Estelle Dupont.
C'est une capacité cathartique, mais malheureusement, elle est momentanée parce que, comme le disait monsieur, derrière, ça n'est pas suivi d'un sentiment qu'il y a une reconnexion et que les gens repartent avec un véritable sentiment d'être méprisés, de ne pas être entendus et d'être infantilisés surtout. C'est-à-dire qu'on leur dit oui, vous comprenez pas, mais vous comprendrez quand vous serez grand. Moi, je sais que c'est ça qui est bon pour vous. Et ça crée une vraie blessure d'injustice et d'humiliation chez beaucoup de gens, qui est vraiment douloureuse et qui est dangereuse. L'humiliation, c'est une colère dangereuse sur le long terme. Est-ce qu'on peut tenter l'expérience d'ouvrir le sujet avec une flexibilité mentale différente et de tourner la roue des émotions? On va utiliser votre main comme passage à l'acte, Jean-Paul Ostruy. Allez-y, tournez la roue des émotions. Didier, et voyons ce que nous réserve le hasard. Voyons ce que nous réserve le fil de nos vies. Ah oui, la peur. La peur. Alors, est-ce qu'il y a à avoir peur de ce qui se déroule alors que dans notre pays, quand le président de la République se déplace, eh bien, il y a des bruits de casserole pour l'accueillir et qu'il est hué par des centaines de personnes. Mais en même temps, ce ne sont que des centaines de personnes. Marie-Estelle Dupont. Oui, alors il y a une peur qui est mauvaise conseillère et et puis il y a une peur qui est sage. Je crois que la peur sage serait de rester vigilant à ce que ce mouvement peut devenir si ce sentiment que les élites sont très déconnectées d'une grande partie de la population qui est dans des difficultés économiques croissantes, et les difficultés économiques, ça engendre d'autres difficultés, notamment des difficultés de santé systémique, n'est pas entendu, effectivement. Donc ça, oui, il y a une peur au sens de vigilance à conserver, je pense. Un lien entre les élus et les citoyens, ce lien qui est animé d'une façon plus vivante, d'une façon plus connectée, d'une façon plus bienveillante. Oui, et qu'il ne faudrait pas inverser les valeurs, c'est-à-dire que les Français ont donné le mandat à quelqu'un, et donc ils attendent légitimement d'être entendus et d'être respectés. Jean-Paul Ostruy, est-ce que pour vous aussi, il y a à trouver de la peur dans cette relation qu'entretiennent les Français et certains citoyens sur les territoires, sur les déplacements du président? Il y a une peur, comme le disait Marie-Estelle, qui est liée à la dissolution partielle du contrat social. Alors effectivement, ceux qui manifestent comme ça sont peu nombreux. Comme vous le disiez, Didier, seulement dans nos cabinets, on en voit beaucoup. Et à chaque fois, en particulier dans les groupes que j'anime, je vois beaucoup de monde. Et il y a ce mécontentement général, en tout cas répandu, de beaucoup de monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas rassurant pour notre société où, justement, le contrat social se fissure. Et dont il ne faudrait pas croire qu'il est circonscrit à un milieu social particulier. J'entends ce mécontentement depuis le début de la crise sanitaire qui ne venait pas faire effraction dans la séance thérapeutique et qui maintenant existe dans tous les milieux sociaux et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Santé mentale des enfants, une tribune appelle à garantir l'accès à des soins de qualité, publiée dans le journal Le Monde. Une tribune à l'initiative de la présidente de l'UNICEF France et des pédopsychiatres demande la création de nouveaux postes. En France, on estime que seulement la moitié des enfants qui auraient besoin de soins prodigués par des pédopsychiatres en bénéficient, alors que dans le même temps, le nombre de pédopsychiatres formés diminue. On compte aujourd'hui seulement 700 pédopsychiatres dans notre pays. Comment réagir, Jean-Paul Ostruy? Avec quelle émotion vous semble-t-il légitime de réagir à ce fait d'actualité? Pas assez de pédopsychiatres ou pas assez d'accès aux soins pour les familles vers les pédopsychiatres? Alors, en tant que psychiatre de service public, j'ai pendant très longtemps travaillé dans les mêmes locaux que la pédopsychiatrie. Donc je connais ce problème depuis très longtemps. J'en suis absolument navré. Et c'est tout le sens de notre avancée avec Étienne Jalinck, qui est actuellement indisponible, d'œuvrer pour agir à la source et éviter cette diffusion de la maladie mentale. Moi, je parle de prophylaxie de la maladie mentale. Il parle de la fin du malheur ordinaire. Nous portons un projet et un désir qui va paraître dans un ouvrage bientôt d'éducation affective généralisée des enfants, parce que on peut former même 3000 pédopsychiatres, on ne soignera que quelques cas alors qu'on peut en éviter bien plus. Marie-Estelle Dupont, l'accès aux soins pour les familles et les enfants vers les pédopsychiatres pose problème. 700 pédopsychiatres dans le pays. Seulement 35 professeurs de pédopsychiatrie. Oui. On est assez mal classé en Europe. C'est une profession nouvelle, un pédopsychiatre. C'est pas une profession très ancienne non plus. Oui, mais enfin, le développement de l'enfant, quand même, les compétences du nouveau-né décrites par Brazelton, par exemple, ça ne date pas d'avant-hier. Pas d'hier.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois que la prophylaxie est essentielle parce que ça fera des adultes suffisamment équilibrés et solides pour faire face aux exigences, notamment de la vie en société et du travail. Et je crois que la prophylaxie de la maladie mentale passe par tout l'environnement de l'enfant de 0,5 ans. Et je pense qu'une société qui aurait une logique ne serait-ce que strictement économique, elle investirait sur les 0,5 ans. Pourquoi ? Parce que des enfants qui sont dans un environnement sain, qui garantit le développement et l'actualisation de tout leur potentiel, c'est-à-dire des structures d'accueil convenables avec des professionnels bien formés, en nombre suffisant, c'est autant de patients qui n'arriveront pas aux urgences, sachant qu'une fois aux urgences, comme il n'y a pas de place, ils vont aux urgences pour adultes, ce qui n'est pas approprié, et que sur 3 adolescents avec des idées suicidaires, 2 fautes de lit vont repartir chez eux avec des parents démunis. On imagine ce que ça peut donner. Je donnais l'exemple dans la revue politique et parlementaire du bassin de Metz, où pour 400 000 habitants, il y a 7 lits de pédopsychiatrie. Je crois que il y a un vrai sujet. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Tournons la route des émotions une dernière fois pour regarder cette actualité. Rapidement, Jean-Paul Osruy, est-ce que vous voyez quelque chose qui inspire le dégoût ? Le dégoût, c'est la diffusion de la souffrance mentale. Mais pour moi, je profite de ça parce que c'est une prise de conscience et que de cette prise de conscience, nous disons qu'il y a un moyen. Un moyen, je le disais tout à l'heure, c'est l'éducation affective et il faut le mettre en œuvre. Je vous remercie Jean-Paul Osruy de votre présence. Je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous êtes psychothérapeute en dynamique émotionnelle exprimée. Marie-Estelle Dupont, psychologue, merci de votre présence, clinicienne spécialisée en psychopathologie, auteure du livre « Se libérer de son moi toxique », publié aux éditions Larousse. Vous nous auriez dit quelques mots sur le dégoût face à ce manque d'accès aux soins en pédopsychiatrie, ou est-ce que c'est toujours, il faut former davantage, il faut rendre la filière pédopsychiatre plus attractive ? Si on doit élaborer sur le dégoût, effectivement, on peut légitimement ressentir une forme de dégoût d'une société qui semble avoir oublié la place essentielle que doivent avoir les enfants, puisque les enfants, ça n'est ni plus ni moins notre futur. Vous reviendrez nous en parler ? Avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt à vous aussi, Marie-Estelle Dupont. Au cinéma, cette semaine, Je verrai toujours vos visages, un film qui aborde le sujet de la justice restaurative. Vous savez, ce sont ces groupes de parole où, avec l'aide d'un médiateur, une victime et l'auteur d'une infraction, ils se parlent et engagent un long processus entre la colère et la joie de la réparation. À ne pas manquer. Un rendez-vous avec les émotions au cinéma cette semaine. Je verrai toujours vos visages. Et notez dans vos agendas que je vous donne rendez-vous avec Yannick Noah à mes côtés et d'autres stars de la pop pour la grande soirée du Psychodon à l'Olympia le 12 juin. Les grands noms de la chanson française chantent pour la santé mentale. Les billets sont déjà en vente depuis quelques jours sur le site de l'Olympia et sur le site du psychodon.org. Et je vous retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Au revoir et merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.